Chers apprenants, bonjour. Bienvenue sur la plateforme eSchool. Je suis William Ebongué, enseignant de mathématiques depuis 12 ans déjà. Dans le but de vous permettre de mieux préparer les examens officiels, nous traiterons des sujets de mathématiques au probatoire de l'enseignement secondaire général au Cameroun. Nous traiterons les sujets de série A4, série C, série D et série E. Restez concentrés, prenez des notes. Merci. Apprenant bonjour. Ici, nous corrigeons l'épreuve de mathématiques série D au probatoire de la session 2022 au Cameroun. Partie A, évaluation des ressources, grand 1, évaluation des savoirs. En exercice 1, nous avons le polynôme P défini par P de x est égal à moins 2x au carré plus 3x plus 2, tel que vous pouvez le voir à l'écran. Il s'agit là d'un polynôme du second degré. Pourquoi polynôme du second degré? Parce que la plus grande puissance de x, c'est 2. Question numéro 1. A. Déterminons la forme canonique de P de x. De façon générale, comment est-ce que les polynômes du second degré sont enseignés en salle de classe? Nous les définissons de façon générale par la forme ax carré plus bx plus c, avec bien sûr la valeur de a différente de 0. Et ainsi, nous avons les valeurs pour a est égal à moins 2, b est égal à 3 et c est égal à 2. Nous appliquerons donc la formule, la forme canonique. En réalité, l'élève peut appliquer le début de développement d'un carré, ou il peut appliquer la formule qui a été apprise en classe et remplacer tout simplement chacune des valeurs a, b, c dans la formule. Nous avons p de x est égal à a, facteur de x plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a carré. La formule populaire delta qui est égale à b carré, moins 4ac, que les élèves ont apprise en classe. Ainsi, nous avons delta est égal à 3 au carré, moins 4 fois moins 2 qui représentait a, fois 2 qui représente C, et nous avons delta est égal à 25. P de x est donc égal à x plus 3 sur 2 fois moins 2 le tout au carré, moins delta qui est 25 bien sûr, sur 4a carré, donc sur 4 fois moins 2 au carré, exactement tel que vous voyez la formule plus haut. Ainsi, nous avons P de x est égal à moins 2, facteur de x moins 3k au carré, moins 25 sur 16. Voilà la forme canonique de P. Question numéro 1b. Déduisons que 2 et moins 1 demi sont les solutions de dans R de l'équation P de x est égal à 0. En effet, si P de x est égal à 0, alors nous avons moins 2 facteur de x moins 3k au carré, moins 25 sur 16 est égal à 0. En ce qui concerne cette formule, pourquoi nous utilisons la formule, la forme canonique? Parce que les deux formules se valent. Le polynôme peut être écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, tout comme il peut être écrit sous la forme canonique. Vu qu'il s'agit d'une déduction, on utilise donc l'expression, nous utilisons dans la question qui précède. Et la question qui précède, c'est la forme canonique. Donc, nous avons moins 2, facteur de x moins 3k au carré, moins 5k au carré égale à 0. Nous utiliserons donc ici l'identité remarquable que vous avez apprise en quatrième et puis en cinquième, a carré moins b carré. Du coup, nous avons moins 2, facteur de x moins 3k moins 5k, facteur de x moins 3k plus 5k égale à 0. Nous rappelons que a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b, comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous avons donc moins 2 facteur de x moins 8 sur 4, facteur de x plus 2 sur 4 égale à 0. Ainsi, après résolution de l'équation, nous avons x est égal à 8 sur 4 ou x est égal à moins 2 sur 4. Les solutions de p x égale à de l'équation p de x égale à 0 sont alors 2 ou moins 1 demi. Question numéro 2. On considère l'équation E définie par cosinus 2x plus 3 sinus x plus 1 égale à 0. Il s'agit là d'une équation trigonométrique. Et de une équation cosinus 2x plus 3 sinus x plus 1 strictement inférieur à 0. Deux petites A montrant que pour tout réel x, cosinus 2x plus 3 sinus x plus 1 est égal à moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2. En effet, nous avons appris la formule en classe selon laquelle cosinus 2x est égal à 1 moins 2 sinus carré x pour tout x appartenant à R. Donc, dans la première expression, au lieu d'écrire cosinus 2x, nous écrirons 1 moins 2 sinus carré x. Et ainsi, nous avons cosinus 2x plus 3 sinus x plus 1 égale à 1 moins 2 sinus carré x. Vous voyez, cosinus 2x, on le remplace par la valeur équivalente qui est 1 moins 2 sinus carré x. Ça devient alors 1 moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 1. Vous voyez, le reste est sans changement. C'est juste la première expression qui a été modifiée. Nous avons donc moins 2 sinus carré x. Le premier 1 que vous voyez là, s'additionne avec le deuxième, pour raison pour laquelle nous avons 2 à la fin. Ça fait donc moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2 et plus 2. C'est ça l'expression. Alors, cosinus 2x plus 3 sinus x plus 1 est égal à moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2. Résolvons dans R l'équation E. On a l'équation E. Cosinus 2x plus 3 sinus x plus 1 égale à 0. Sauf que nous nous souvenons que l'expression que nous avons égale à 0 est encore équivalente de l'expression moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2. Et du coup, d'après la question de A, nous avons moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2 est égal à 0. En posant grand x est égal à sinus x, l'équation E devient
moins 2 grand X au carré plus 3 grand X plus 2 égale à 0. D'après la question 1b, nous savons que le polynôme moins 2x au carré plus 3x plus 2 avait pour racine 2 ou moins 1 demi. Du coup, les valeurs possibles de x, c'est grand X est égal à 2 ou grand X est égal à moins 1 demi. Or, nous avons plutôt grand X est égal à sinus x. Ça veut dire que nous avons sinus x est égal à 2 ou sinus x est égal à moins 1 demi. La valeur de sinus x est égale à 2. C'est impossible car pour tout x, pour tout réel x, nous avons toujours moins 1 inférieur ou égal à sinus x et inférieur ou égal à 1. Donc l'équation sinus x est égal à 2 n'admet pas de solution. Pour sinus x est égal à moins 1 demi, nous avons donc sinus x est égal à sinus de moins pi sur 6, tout simplement parce que la valeur du sinus de moins pi sur 6 est équivalente à moins 1 demi. Nous avons donc sinus x est égal à moins 1 demi, qui implique que sinus x est égal à sinus de moins pi sur 6. Et nous avons, comme à l'accoutumée, la résolution du sinus, des équations en forme de sinus. Nous avons x est égal à moins pi sur 6 plus 2 pi, ou x est égal à pi moins pi sur 6 plus 2 pi, avec bien sûr k qui est un entier relatif, et k appartenant à z, tel que vous pouvez le constater à l'écran. Nous avons alors x est égal à moins pi sur 6 plus 2 pi, ou plus bas, x est égal à 7 pi sur 6 plus 2 pi, avec bien sûr k appartenant à z. Vu que la résolution se fait dans R, nous n'avons pas besoin d'attribuer des valeurs à k. Nous avons tout simplement S, R, c'est-à-dire la solution dans R, moins pi sur 6 plus 2 pi, et 7 pi sur 6 plus 2 pi, avec k appartenant bien sûr à z, entier relatif. Petit 3, résolvons dans 0, 2 pi l'inéquation I. On a I, l'inéquation c'est cosinus 2x plus 3 sinus x plus 1 inférieur à 0. Donc ça nous ramène à l'expression moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2 inférieur à 0. Tout simplement parce que l'expression cosinus 2x plus 3 sinus x plus 1 est égale à moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2, tel que nous l'avons démontré précédemment. D'après l'équation E, lorsque nous voulons résoudre une équation, il est question même déjà de voir les valeurs qui annulent le polynôme, qui annulent l'expression qui est liée à l'inéquation. L'expression liée à l'inéquation, c'est quoi? C'est moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2. Si nous voulons résoudre l'inéquation moins 2 sinus carré x plus 3 sinus plus 2 inférieur à 0, il est question de résoudre d'abord l'équation qui va avec, c'est-à-dire les valeurs qui annulent cette expression. Nous avons donc la résolution de E dans R nous a donné pour solution x est égal à moins pi sur 6 plus 2 pi, ou x est égal à 7 pi sur 6 plus 2 pi, avec bien sûr k qui appartient à z. Retrouvons toutes les valeurs possibles de x dans l'intervalle 0, 2 pi. Pour x est égal à moins pi sur 6 plus 2 pi, nous avons x est égal à 11 pi sur 6 pour k est égal à 1. Pour x est égal à 7 pi sur 6 plus 2 pi, nous avons x est égal à 7 pi sur 6 pour k égale à 0. On obtient le tableau de signes que vous pouvez apercevoir plus bas. X, la première ligne, nous présente l'intervalle allant de 0 à 2 pi, vu que c'est l'intervalle qui nous a été prescrit pour la résolution. Les valeurs 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6 sont les valeurs qui annulent notre expression. Plus bas, nous avons l'expression elle-même, moins 2 sinus carré x plus 3 sinus plus 2 égale à 0. Là, vous dressez le tableau de signes. Par exemple, dans l'intervalle allant de 0 à 7 pi sur 6, vous prenez n'importe quelle valeur et vous venez remplacer tous les x bien sûr par cette valeur que vous avez prise. Par exemple, de 0 à 7 pi sur 6 pour avoir pi sur 2, vous venez remplacer. Vous verrez qu'en remplaçant tous les x par pi sur 2, on aura une expression positive, d'où le signe plus. Faisons la même chose dans cet intervalle. L'intervalle qui va bien sûr de 7 pi sur 6 à 11 pi sur 6. Et nous faisons pareil dans l'intervalle qui va de 11 pi sur 6 à 2 pi. C'est ainsi que nous avons le tableau de signes. L'inéquation prévoit que l'expression moins 2 sinus carré x plus 3 sinus x plus 2 soit strictement inférieur à 0. En mathématiques, quand on parle d'un nombre supérieur à 0, ça veut dire qu'il est doté d'un signe plus ou de pas de signe. Et lorsqu'il est doté du signe moins, on parle d'une expression inférieure à 0. Et ainsi, nous prendrons l'intervalle qui est doté du signe moins. C'est l'intervalle qui va de 7 pi sur 6 à 11 pi sur 6. Exercice numéro 2. Là, nous parlons de statistiques. On a consigné dans le tableau ci-dessous la dépense quotidienne de chacun des 60 élèves d'une classe de première D, dont la moyenne est de 450 francs CFA, dont la moyenne des dépenses s'élève à 450. Nous avons dans le tableau que vous avez à l'écran, dépenses quotidiennes. De 0 à 300 francs, nous avons 13 élèves. De 300 à 500 francs, nous avons plutôt une variable X que nous allons certainement trouver dans l'exercice. De 500 à 600 francs de dépenses, nous avons 15 élèves. De 600 à 800, nous avons 10 élèves. De 800 à 1000 francs, nous avons Y élèves, avec un total de 60 élèves. Voilà les informations que nous avons pour le moment. Un petit A. Montrons que le couple XY vérifie le système. X plus Y égale à 22 et 4X plus 9Y est égal à 98. Allons-y voir. Puisque l'effectif total est 60, ça veut dire qu'en additionnant tous les effectifs que vous avez observés dans le tableau, on obtiendra 60. Les effectifs sont donc 13, X, 15, 10, Y. Ça veut dire que la somme de tout ceci va nous donner 60.
Plus bas, nous avons non x plus y, puisqu'il est question de retenir x plus y du côté gauche de l'égalité. Il est question de retenir x plus y et d'envoyer tous les autres nombres de l'autre côté. Nous avons non x plus y est égal à 60 moins la somme de tous les autres nombres. Ainsi, nous avons x plus y est égal à 22 parce que 60 moins cette somme, ça nous donnera bien sûr 22 à vos calculatrices. La dépense moyenne s'élève à 450 francs. Ça veut dire que la moyenne, tout simplement, va nous donner 450. Et que vaut la moyenne? Lorsque nous calculons la moyenne, ici, nous prenons chaque centre fois l'effectif, chaque centre fois l'effectif, et nous divisons le résultat par l'effectif total qui est 60, et nous obtenons 450. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, il nous a été dit que la moyenne valait 450. Du coup, nous n'avons pas besoin des valeurs de x et y pour avoir la moyenne. Par la suite, nous avons donc 13 fois 150 plus x fois 400 plus 15 fois 550 plus 10 fois 700 plus y fois 900 est égal à 450 fois 60. Tout simplement, un produit des extrêmes est égal à un produit des moyens, est égal au produit des moyens. Ça revient à 400x plus 900y, puisque c'est x et y qui sont les inconnus. Nous les maintenons du côté gauche de l'égalité. Comme vous pouvez voir, x est resté à gauche avec y. Et toutes les autres valeurs vont devoir traverser et nous aurons 27 000 moins le reste. Nous obtenons alors 400x plus 900y qui est égal à 9800. En simplifiant partout par 100, ça nous revient à 4x plus 9y est égal à 98. Là, nous avons affaire à la deuxième équation. Ainsi, d'après les équations 1 et 2 que nous avons obtenues précédemment, nous avons le système x plus y est égal à 22, 4x plus 9y est égal à 98. C'est ce qui nous a été demandé de démontrer. Question 1b. Déduisons les valeurs de x et y. Là, il est question de déterminer les valeurs de x, y, c'est-à-dire résoudre le système. Nous avons tellement de méthodes que nous avons apprises en classe de 3e. Il y a la méthode substitution, graphique, combinaison. Il y a la méthode à votre choix. Ici, nous avons utilisé la méthode de combinaison, oui, bien sûr, ou encore addition, comme on l'avait appelé en classe de 3e. Si nous multiplions la première équation par moins 4, bien sûr, là, il s'agira de multiplier par moins 4 pour faire partir les x. Que devient le système? Moins 4x, moins 4y égale à moins 88. Et plus bas, nous avons 4x plus 9y égale à 98. En additionnant les deux lignes, nous avons donc moins 4x et 4x qui vont bien sûr disparaître. Si vous prenez moins 4x avec 4x, les deux valeurs vont disparaître. Et les y plutôt, moins 4y plus 5y, on aura plus 9y, pardon. Le résultat nous donne 5y. Et après l'égalité, moins 88 plus 98, ça fait 10. Et nous avons donc y est égal à 10 sur 5 qui va nous donner 2, bien sûr. Or, x plus y est égal à 22. Ça veut tout simplement dire que x sera égal à 22 moins y et nous avons x est égal à 20. D'où la solution du système, c'est le couple x-y est égal à 20. Nous avons donc ces valeurs. Par la suite, on suppose que x est égal à 20 et y est égal à 2. Bon, quand vous traitez un tel système, chers élèves, et que les résultats que vous avez sont les résultats qui vous sont proposés à la suite, vous êtes sûr à un certain niveau que vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le droit chemin. Puisque nous déterminons ici la variance et la médiane, nous présentons le tableau de l'énoncé en faisant sortir les centres puis les effectifs cumulés croissants. Voilà le tableau à l'image. Les dépenses quotidiennes, nous avons les effectifs CNI, le centre d'une modalité, nous avons les centres de chaque modalité, le centre d'une classe, bien sûr, c'est la somme des bornes de la classe divisée par 2. Donc ce tableau nous permettra de calculer facilement la médiane et autres, je vais dire les cas types. Rappel, le centre de la classe AB est tout simplement A plus B divisé par 2. Donc vous additionnez les deux bornes et vous divisez le résultat par 2. Pour avoir les valeurs de n, i, c, i carré d'une classe quelconque, voici le principe tel que vous pouvez avoir. Par exemple, si nous avons la classe 300, 500, là vous pouvez reconsulter le tableau. Le centre, nous prenons bien sûr, comme nous l'avons annoncé, la somme des deux bornes que nous diviserons par 2. Nous prenons 300 plus 500, à diviser par 2, ça nous donne tout simplement 400. Nous avons son effectif qui est NI qui valait tout simplement 200. Ici, nous avons NI fois CI carré qui est égal à 200 fois 400 le tout au carré, fois 400 élevé au carré, et ça nous donne 3 200 000. C'est NI fois CI carré pour cette classe. Et vous ferez le même travail pour toutes les classes du tableau. Bon, petit a, allons-y voir. Après ce travail, il est question de déterminer la variance de la série statistique. Et la variance, elle a bien sûr sa formule. La formule de la variance, c'est la somme des NI fois CI carré sur grand N moins X bar au carré. Vous comprenez donc pourquoi nous calculions NI fois CI carré tout à l'heure. Parce que ça nous permettrait de calculer la variance. Après avoir pris la somme des NI fois CI carré dans le tableau, elle nous donne bien sûr 14 550 000. Grand N, c'est l'effectif total, c'est 60. Et nous avons eu la moyenne dans l'énoncé qui est 450. Et levé au carré, bien sûr, nous avons le résultat au tableau. Du coup, la variance nous donne 40 000. Donc V est égal à 40 000. Deux petits b.
Déterminons la médiane par interpolation linéaire. La médiane représente la modalité dont l'effectif cumulé vaut la moitié de l'effectif total. C'est ce qui est dit en cours en classe. Donc vous avez toujours à diviser l'effectif total par 2 pour avoir la médiane, bien sûr. Nous avons n sur 2 est égal à 60 sur 2 parce que l'effectif total vaut 60. Du coup, la moitié va valoir 30. Et dans le tableau des effectifs cumulés croissants précédent, nous avons 13. L'effectif cumulé 13 qui est inférieur à 30, qui est inférieur à 33. Ça veut dire que la moitié de l'effectif total qui est 30 doit être compris entre deux effectifs cumulés. Et dans notre tableau, il est compris entre 13 et 33. Ce sont les deux valeurs qui encadrent 30 dans le tableau des effectifs cumulés croissants. Bon, un effectif cumulé croissant correspond à la borne supérieure de l'intervalle. Ainsi, nous avons le tableau. L'effectif cumulé croissant de 13, il va avec 300 francs. L'effectif cumulé croissant de 30, bien sûr, c'est la médiane parce qu'il s'agit de la moitié de l'effectif total. Et l'effectif cumulé de 33, il va avec 500. La méthode par interpolation linéaire, elle est simple. Nous avons le calcul suivant. Vous prenez tout simplement cette valeur que vous voyez de ME. On va faire moins 300. Oui, ME moins 300. Sur la barre de fraction, maintenant au dénominateur, nous prenons 30. 30 que vous voyez au-dessus de ME, moins cette valeur de 13, est égal à quoi? Puisque nous avons commencé par les valeurs du bas, nous prenons maintenant 500 moins cette valeur de 300. Sur combien? Sur la valeur 33 que vous voyez ici, moins cette valeur de 13. Et vous avez donc cette égalité-ci. Cette égalité qui a pour seul inconnu ME. Elle nous permettra bien sûr de trouver la valeur du ME. Par calcul, nous avons ME moins 300 sur 17, bien sûr, est égal à 200 sur 20. Ainsi, nous avons ME est égal à 170 plus 300 et ME est égal à 470. Ce que vous devez retenir et remarquer aussi, chers élèves, c'est que généralement, la médiane et la moyenne sont deux valeurs qui sont généralement pas très éloignées. C'est des valeurs proches. La moyenne nous a été donnée, c'est 450, la médiane, on est à 470. C'est des valeurs qui sont généralement proches, qui ne sont pas assez éloignées en statistique. Remarque, oui, vous pouvez le voir à l'écran, la médiane, le mode et la moyenne sont trois valeurs généralement proches en statistique. Petit 3. On choisit au hasard et simultanément deux élèves de cette classe parmi ceux dont la dépense quotidienne est inférieure à 300 pour participer à une formation sur l'environnement. Déterminons le nombre de choix possibles que l'on peut faire. Déjà, en dénombrement, quand on vous parle de simultané, le terme simultanément renvoie généralement à la combinaison. Donc, là, il est question de choisir deux élèves parmi ceux dont la dépense quotidienne est inférieure à 300. Bon, les élèves dont la dépense quotidienne est inférieure à 300, c'est limite, à pour effectif, je veux dire, les élèves dont la dépense quotidienne est inférieure à 300 sont au nombre de 13. Donc, s'il est question de choisir deux parmi ces élèves, la solution, c'est tout simplement le nombre de choix possibles, bien sûr, c'est tout simplement combinaison de 2 en 13, et nous avons 78 choix possibles. Exercice numéro 3. Là, nous parlerons un peu de géométrie. Soit ABC, un triangle équilatéral, de côté, L est égal à 3 cm. D et E sont les points du plan. Tel que le vecteur BD est égal à 1 demi de BC et moins EA plus 2BE plus 2CE est égal au vecteur nul. Petit 1. Montrons que E est barycentre des points A et D, affectés des coefficients que l'on précisera, bien sûr. Nous avons les égalités vectorielles données à l'énoncé. BD est égal à 1 demi de BC et moins EA plus 2BE plus 2CE est égal au vecteur nul. D'après égalité numéro 1, nous remarquerons que si BD est égal à 1 demi de BC, nous pouvons écrire BD est égal à 1 sur 1 plus 1 BC. Par définition du barycentre, ça veut dire tout simplement que D est barycentre de BC affecté des coefficients 1 et 1. Oui, tel que vous pouvez le voir à l'écran. D'après l'égalité 2, nous avons E qui est barycentre de ABC affecté des coefficients moins 1, 2 et 2. Tout simplement parce que nous avons moins 1 EA plus 2 EB plus 2 EC égale à vecteur nul. Ça, c'est la définition même du barycentre que vous avez eu à voir en salle de classe. D'après l'homogénéité du barycentre, puisque plus haut, nous avons D qui est barycentre de A et B, de BC, pardon, mais les coefficients 1 et 1, l'homogénéité du barycentre stipule que si vous multipliez les coefficients du barycentre de 2 points par une même valeur, ou bien si vous divisez par une même valeur, bien sûr non nulle, alors le barycentre reste inchangé. Puisque nous avons 1 et 1 qui sont les coefficients de BC, nous pouvons donc multiplier ces coefficients par 2, et du coup nous avons 2 et 2, le barycentre est inchangé. On a donc D qui est égal au barycentre de BC, mais les coefficients 2 et 2. D'après le barycentre partiel, vu que E est barycentre de A, B, C, mais les coefficients moins 1, 2 et 2, D étant barycentre de B et C, nous pouvons donc remplacer les coefficients B et C tout simplement par D. Ça devient E barycentre de A et D, mais les coefficients
A, lui, garde son coefficient qui est moins 1, bien sûr, d'après le variant partiel. B et C, puisqu'ils sont remplacés par D, le coefficient de D est dans la somme des deux coefficients, tel qu'appris pendant le cours. Donc, E est barissant de A et D, muni des coefficients moins 1 et 4. Déterminons ME. Déterminons que pour M du plan. Bon, démontrons que pour M du plan, nous avons l'égalité moins MA plus 2MB plus 2MC est égal à 3ME et que moins MA plus MD est égal à AD. Nous avons moins MA plus 2MB plus MC. À ce niveau, vu que E est barycentre des points A, B, C, muni des coefficients moins 1, 2 et 2, nous pouvons nous introduire tout simplement le point E dans cette égalité, dans chaque vecteur en utilisant la relation de Chasles. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons moins ME plus EA plus 2 fois ME plus EB plus 2 ME plus EC, tout simplement. À la suite, nous avons moins ME moins EA plus 2 ME plus 2 EB plus 2 ME plus 2 EC. À la suite, ça nous donne 3 ME plus vecteur nul est égal. 3 ME plus le vecteur nul, bien sûr. Pourquoi plus le vecteur nul? Parce que nous savons que moins EA plus 2 EB plus 2 EC donne tout simplement le vecteur nul. Montrons également que moins MA plus MD est égal à AD. Nous avons tout simplement moins MA plus MD qui va nous donner moins MA plus AD. Quand vous avez le vecteur MD, tel que cela, si vous introduisez le point A en utilisant la relation de Chasles, ça vous donne tout simplement MA plus AD. Ainsi, moins MA et plus MA, ces deux valeurs, si elles vont disparaître, et qu'est-ce qui va rester? C'est tout simplement la valeur du vecteur AD. Donc, nous avons moins MA plus MD est égal à AD chez apprenants. Question numéro 2. Déterminons l'ensemble gamma des points M du plan tel que la distance ou encore le module de moins MA plus 2MB plus 2MC est égal à 2 fois le module de moins MA plus MD. D'après la question MB, nous avons 3ME parce que la valeur moins MA plus 2MB plus 2MC a donné 3ME. Est égal à 2 fois le module de AD, tout simplement parce que la valeur moins MA plus MD donne AD. Nous avons ainsi 3ME est égal à AD et 3ME est égal à 2AD et ainsi ME sera égal à 2 tiers de AD. Faisons la figure. Voilà la figure ainsi présentée de notre exercice. Puisque le triangle est équilatéral, alors AD est la hauteur, on a AD est égal à 3 racines de 3 sur 2. Lorsque vous faisiez la classe de troisième, on vous disait ceci, la hauteur dans un triangle équilatéral, c'est côté fois racine de 3 divisé par 2. Donc ME est égal à 2 tiers fois 3 racines de 3 sur 2. Et si nous calculons, nous avons ME est égal à racine de 3. Gamma est dans le cercle de centre E et des rayons racine de 3. Oui, il rappelle, dans un triangle équilatéral, la longueur de la hauteur est donnée par la formule côté fois racine de 3 sur 2. Cette propriété se démontre à l'aide de Pythagore, vu en classe de troisième. Petit 3. A, B, C, D, E désignent des villages d'une compagnie aérienne. A, B, C, D, E, les points bien sûr de l'exercice que nous venons, les points bien sûr des questions que nous venons de résoudre. A, B, C, D, E désignent des villes qu'une compagnie aérienne se propose de relier l'une à toutes les autres. Trois petites à construisons le graphe, traduisant la situation. Le graphe doit être identique au dessin, c'est-à-dire identique au schéma de l'exercice que nous venons de traiter, des questions que nous venons de traiter. Vous voyez, E est barycentre de A et D, muni des coefficients moins 1 et 4. Ça veut dire que le vecteur AE est égal à 4 sur moins 1 plus 4 AD. Nous avons donc AE est égal à 4 tiers de AD. Nous avons donc la figure que vous avez à l'image, la figure que vous avez à l'écran. Donc voilà les villes représentées A, B, C, D et E, telles que la compagnie aérienne aimerait relier. C'est ainsi qu'elles sont présentées. Bon, 3 petits B, justifiant que le graphe est simple. Dans le chapitre portant sur la théorie des graphes, la définition est simple. Un graphe est simple s'il ne possède ni boucle, ni arête multiple. Et ainsi, puisque le graphe ne possède ni boucle, ni arête multiple, il est dit tout simplement simple. 3C. Le graphe est complet parce que tous ses sommets sont 2 à 2 adjacents. C'est ça la définition dans le chapitre portant sur la théorie des graphes. Un graphe est complet si ses sommets sont 2 à 2 adjacents. Plus simplement, ça veut dire si on peut aller d'un sommet à l'autre sans passer par un autre sommet en suivant tout simplement une seule arête. C'est ce que nous appelons graphe complet. Petit 4. Le nombre de vols par aller simple à prévoir par la compagnie. Un vol ici est considéré comme une arête entre deux sommets. Donc un vol, c'est comme un segment qui relie tout simplement deux sommets du graphe. Et d'après le lemme des poignées de main, la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Donc ici nous allons calculer le nombre d'arêtes totales
Et nous allons calculer plutôt la somme des degrés de tous les sommets, parce que chaque sommet a un degré. Qu'est-ce qu'on appelle le degré d'un sommet? En théorie des graphes, le degré d'un sommet, c'est le nombre d'arêtes qui sont liées à ce sommet. Allons-y donc. Le degré du sommet A, vous verrez d'après le schéma que A est lié à le point A, il possède 3 arêtes. Le degré de B c'est 3, le degré de C c'est 3, le degré de D c'est 4, le degré de E c'est 3. Si nous additionnons, nous avons dans l'écran la somme des degrés des sommets qui vaut 16. Puisque la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes d'après le lemme des points de main, alors le nombre d'arêtes sera tout simplement 16 divisé par 2. On a 8. Donc la compagnie doit prévoir 8 vols aller simple. À l'exercice 4, nous avons la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à 3x sur 3 plus 4x. Ça, l'expression de notre fonction f. Sa courbe CDF, CDF est sa courbe représentative dans un repère autonome OIJ et l'unité doit être de 2 cm sur les axes. Donc OI va valoir 2 cm, OJ va valoir également 2 cm. Calculons la limite de f en plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Là, il s'agit de la limite en voisinage de l'infini, bien sûr, d'une fonction rationnelle. Dans le cours, qu'est-ce qui est dit? Il est question de prendre le rapport des monombres de plus haut degré. Au numérateur, nous n'avons qu'un seul monombre qui est 3x, donc forcément, il est le monombre de plus haut degré. Au dénominateur, le monombre de plus haut degré, c'est 4x, tel que vous pouvez le voir à l'image, c'est 4x là, qui est le monombre de plus haut degré. Du coup, ça devient limite quand x tend vers plus l'infini de 3x sur 4x. Et en simplifiant les x, nous avons tout simplement 3K comme résultat. Un petit b, calculons la fonction dérivée f' de x. Nous avons f' de x. Là, nous avons affaire à la dérivée d'une fonction rationnelle. Dans le cours, qu'est-ce qui vous a été enseigné? Lorsqu'on veut dériver une fraction, lorsqu'on veut calculer la dérivée d'une fonction qui s'écrit sous forme de fraction, la formule est simple. Le numérateur est considéré comme u et le dénominateur comme v. Du coup, nous appliquerons la formule u'v moins v''u sur v carré. Si u est considéré comme étant égal à 3x, alors la valeur de u', si u c'est 3x que vous voyez ici, alors la valeur de u' c'est 3. Si v est considéré comme étant égal à 3 plus 4x, alors la valeur de v' c'est 4, et ainsi la formule est tout simplement appliquée. Nous obtenons donc la dérivée telle que vous l'avez, et enfin f' de x est égal à 9 sur 3 plus 4x au carré. Tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. En effet, 9 est un nombre strictement positif, là je parle du numérateur de la dérivée, et 3 plus 4x au carré est bien sûr strictement supérieur à 0 pour x différent de moins 3k. Nous savons tous que dans l'ensemble des nombres réels, lorsqu'un nombre est élevé au carré, il devient positif. Donc f' de x est strictement supérieur à 0, et qui dit dérivée strictement supérieure à 0, dit fonction strictement croissante. Allons-y. Pour construire le tableau de variation, nous avons bien sûr besoin de l'image de 0 parce que 0 fait partie des bornes de l'intervalle qui nous a été prescrit. Nous avons donc f de 0 qui est égal à 0 tel que vous l'avez en image. Tableau de variation, il est là, il est simple avec ces trois lignes. Première ligne, domaine de définition de 0 à plus l'infini. Aucun autre nombre sur la première ligne parce que la dérivée ne s'annule pas. Déjà. Et aucun nombre de 0 à plus l'infini est exclu du domaine de définition. Du coup, la ligne de 0 à plus l'infini n'a aucun autre nombre. F' de x, vous voyez le signe plus, nous avons expliqué tout à l'heure que la dérivée était strictement positive. À la dernière ligne de f de x, dérivée positive implique fonction strictement croissante, d'où une flèche montante. L'image de 0, vous pouvez la voir en dessous de 0, et la limite en plus d'infini a donné 3 quarts. En dessous de plus d'infini, vous avez cette limite. Et ainsi est notre tableau de variation. Deux petits b, construisons la courbe CDF, unité bien sûr de centimètres telle que prescrite. Lorsque nous voulons construire la courbe pour plus de précision, nous avons besoin d'un tableau de valeurs. Nous avons pris quelques valeurs entières de 0 à plus l'infini, nous n'avons pris que 4 valeurs. Nous avons calculé f de 0, f de 1 qui nous a donné 3 septièmes pour avoir sa valeur décimale à l'écran de votre calculatrice. F de 2 nous a donné 6 onzièmes et F de 3 nous a donné 9 quinzièmes. Vous pouvez calculer ces différentes valeurs afin d'avoir plus de précision pour la courbe que vous aimeriez construire. À l'écran, vous avez donc la courbe de la fonction F probatoire série D session 2022. Voilà à quoi ressemble la courbe. Question numéro 3. Nous avons UN et VN de suite définis respectivement par U0, ça c'est pour UN. Et pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à 3un sur 3 plus 4un. Là, nous avons affaire à une suite qui est définie par une formule de récurrence. Et la suite Vn, elle est définie en fonction de un, qui pourrait être une suite auxiliaire. Donc Vn, c'est 1 plus 3 sur un. Premièrement, il est question pour nous de montrer que pour tout entier naturel n, Vn plus 4 est égal à 5un plus 3, le tout sur un.
Nous avons U0 est égal à 1, UN plus 1, c'est une expression que nous avons vue tout à l'heure, et nous avons l'expression de Vn. Donc, si nous calculons Vn plus 4, il est clair qu'à la valeur de Vn que voici la valeur de Vn, voici la valeur de Vn ici. À cette valeur de Vn, il est juste question d'ajouter 4, ça fait Vn plus 4. Nous additionnons ceci tout simplement comme deux fractions que nous voulons calculer. Nous avons non 5 plus 3 sur Un. Après avoir calculé, nous avons Vn plus 4 est égal à 5 plus 3 sur Un, plus 3, le tout sur Un. Exactement comme vous pouvez le constater. Donc nous avons 5 Un plus 3 sur Un. Additionner ce nombre avec cette fraction. Ok. 4 petits temps. Montrons que Vn est une suite arithmétique de raison 4 et le premier terme V0 est égal à 4. Nous avons Vn plus 1 est égal à 1 plus 3 sur Un plus 1. Pourquoi? Parce que à la base, nous avons Vn qui est égal à 1 plus 3 sur Un. Il est donc logique que Vn plus 1 soit égal à 1 plus 3 sur Un plus 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 plus 3 sur la grande expression qui est en bas, la fraction qui est en bas, c'est l'expression de Un plus 1 bien sûr, qui était 3 Un sur 3 plus 4 Un. Ainsi, nous avons 1 plus 3 fois 3 plus 4 UN, le tout sur 3 UN. Donc, nous avons Vn plus 1 est égal à 1 plus 3 plus 4 UN sur UN. Et ça nous donne quoi? Après calcul, nous avons ce que nous avons à l'écran, ce calcul. Nous avons Vn plus 1 qui est donc égal à 5 UN plus 3, le tout sur UN. Or, que nous rappelle cette expression? Tout à l'heure, l'expression 5 UN plus 3 sur UN est égal à Vn plus 4. Donc, l'expression V de N plus 1 est égal à Vn simplement plus 4. Puisque Vn plus 1 est égal à Vn plus une certaine valeur qu'on considère comme R, quelle est la définition de suite arithmétique que vous avez vue en classe? C'est Vn plus 1 est égal à Vn plus la raison. Donc si nous avons Vn plus 1 est égal à Vn plus 4, alors ce nombre 4 est considéré comme la raison d'une suite arithmétique. Voilà, tel que vous pouvez le voir. La raison de la suite arithmétique est 4. Son premier terme, il est V0. Dans la définition de Vn dans cet exercice, Vn est égal à 1 plus 3 sur N. Ainsi, nous avons V0 naturellement qui est égal à 1 plus 3 sur U0. Et que vaut U0? U0 vaut 1. Nous avons donc 1 plus 3 et qui va nous donner 4 tout simplement. 4b, déterminons l'expression de Vn en fonction de N. La suite est arithmétique. Vous voyez, lorsque vous voulez déterminer le thème général d'une suite en fonction de n, il est question que vous ayez déjà la nature de la suite. Dans un premier temps, si vous n'avez pas de suite auxiliaire, bien sûr, il faut que vous sachiez est-ce que la suite est arithmétique, est-ce que la suite est géométrique. Vu que la suite est arithmétique, nous avons Vn est égal à 4 plus NR. Parce que la formule générale, c'est Vn est égal à V0 plus NR. R étant la raison. Nous avons donc Vn est égal à 4 plus 4n. Voilà l'expression générale de Vn. 4c, déduisons en Un en fonction de n. Nous avons Vn est égal à 1 plus 3 sur Un. Ça veut dire naturellement que 3 sur Un est égal à Vn moins 1. Donc Un est égal à 3 sur Vn moins 1. Nous remplaçons tout simplement Vn moins 1 par sa valeur. Nous avons donc 3 sur que vaut Vn. Voici l'expression de Vn et moins 1 qui l'accompagne bien sûr. Nous avons donc Un est égal à 3 plus 3 sur 4n. Partie B, évaluation des compétences. Voici la situation. Un fermier voudrait lancer un élevage estimé à 3 millions de francs CFA. Dans la recherche de financement, un ami lui propose de placer 1 million de francs CFA représentant la totalité de ses économies dans une microfinance à un taux d'intérêt composé annuel de 15%. Ça, c'est la proposition de son ami. Pour financer entièrement son projet au bout de 8 ans. Il décide plutôt de placer ses économies dans une banque alpha à un taux d'intérêt annuel inscrit sur les documents de la banque. N'étant pas satisfait, il décide un an après de retirer la totalité de son argent qu'il place dans une banque bêta. Donc c'est dit qu'il n'était pas satisfait de la banque alpha, il a pris de son argent, il a réintroduit dans une banque bêta à un taux annuel supérieur de 2% au précédent. C'est dit que si à la première banque on lui donnait à 10%, le taux passe à 12%, supérieur de 2% au précédent. Si on lui donnait à 14%, ça passe à 16%, ainsi de suite. Ayant besoin de tout son argent pour commencer son projet, la banque bêta lui verse alors, après un an, la somme de 1 123 500 francs. Ne disposant pas des bêtes au départ, un partenaire lui donne à crédit 3 fois de suite et au même prix les bêtes dont 60%, 25% et 10 chevaux à 195 000 francs. Au premier tour, ça c'est le premier tour, puisqu'il lui a donné 3 fois. Au deuxième tour, il a 50%, 20% et 30 chevaux à 245 000 francs, ça c'est le deuxième tour. Et enfin au troisième tour, 60% pour 20% et 20 chevaux à 21 000, à 210 000, pardon, ça c'est le troisième tour. Au moment de vérifier ses comptes, il ne trouve pas tous les documents de ses finances, tous les documents financiers. Petit 1. Déterminons le taux auquel le fermier a placé ses économies dans la banque alpha.
Si x est la valeur de ce taux, qu'est-ce que nous savons? Nous allons considérer son capital initial comme C0. Donc C0, c'est 1 million qu'il avait comme capital initial. Quelle est la somme retirée à la première banque? Nous allons l'appeler C1. Donc c'est ce que nous allons commencer, ou encore capital 1. Le capital 1, c'est quoi? Vu qu'il a déposé la banque à un taux de X%, C1 représente tout simplement C0, que vous voyez à l'écran, C0, oui, plus C0 multiplié par X sur 100. En calculant, vu que C0 est égal à 1 million, nous avons non C1 est égal à, on remplace bien sûr C0 par sa valeur qui est représentée par 1 million, oui, C0 qui est 1 million, plus 1 million fois X sur 100, ça nous donne donc 1 million plus 10 000 X. Il suffit de simplifier 1 million qui est au numérateur avec 100 qui est au dénominateur. La somme retirée de la deuxième banque, on va l'appeler C2, c'est donc la somme même finale qui retire. Il est clair que le taux passant de X à X plus 2%, alors C2 est égal à C1, c'est-à-dire la somme qu'il a retirée de la première banque, plus C1 fois X plus 2 sur 100. Parce que quand vous retirez de l'argent de la banque, il est question que l'on vous rembourse ce que vous avez d'abord déposé, plus l'intérêt qu'il a produit. Et quel est l'intérêt qu'il a produit? C'est la somme que vous avez mise multipliée par le taux, divisé par 100. Et quel est le nouveau taux? C'est X plus 2 bien sûr. Donc nous avons cette somme là à l'écran. Et cette somme de C2 c'est combien? 1 123 500. Tel que vous pouvez la voir sur votre écran. Donc nous avons 1 million plus 10 000 X qui représente C1, plus encore cette somme fois X plus 2 sur 1. Et c'est ça qui nous donne la somme qu'il a retirée qui est de 1 123 500. Donc nous avons 1 million plus 10 000 X. Après avoir calculé, vous aurez encore 10 000 X plus 20 000 plus 100 X au carré plus 200 X. Au numérateur, vous faites tout ce qu'on appelle développer réduit, que vous avez vu en classe de 4e, égal à 1 123 500 francs. Ainsi, nous avons 100 X au carré plus 20 200 X moins 103 500 est égal à 0. Vu que les gros chiffres vont un peu vous perturber, même dans vos calculs, pour éviter les erreurs, il a été question de diviser toutes les valeurs de l'équation par 100, les deux membres de l'équation par 100. Ainsi, 100 X au carré devient X au carré, 20 200 X devient 202 X, et 103 500 devient 1035 égale à 0. Il est clair qu'en divisant 0 également par 100, ça fait 0. Oui, parce que si vous divisez un membre de un côté ou un membre de l'équation par 100, il est question également de diviser l'autre membre de l'équation par 100. Ainsi, nous calculons le discriminant qui nous donne 44 944. La racine carrée du discriminant, c'est 212. Nous avons les deux valeurs de x. x1 qui va nous donner moins 202, moins 212 sur 2. Et x2, moins 202 plus 212 sur 2. Comme il vous a été enseigné en classe, x1 moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Nous avons donc x1 est égal à moins 207 et x2 est égal à 5. Vu que le taux dans une banque ne peut pas être négatif, ou encore le taux ne peut pas excéder les 100% dans la réalité, nous avons donc le taux à la banque alpha est de 5%. Oui, bien sûr, tel que l'explication le disait tout à l'heure, le taux ne saurait avoir une valeur négative. Nous ne pouvons donc pas prendre de moins de 207%. Petit 2, le prix unitaire de chaque espèce de bête. Nous avons des poussins, des pourceaux et des chevreaux, tels qu'annoncé dans l'énoncé. Soit X, Y et Z, respectivement le prix d'un poussin, d'un pourceau et d'un chevreau. Au premier tour, il a 60 poussins, 25 pourceaux et 10 chevreaux à 195 000. Il est clair que si les prix sont définis respectivement par X, Y et Z, nous aurons 60X plus 25Y plus 10Z est égal à 195 000. Ça, c'est l'équation logique qui découle de ces prix. Ensuite, si au deuxième tour, il a 50 pourceaux, 20 chevaux et 30, 20%, s'il a 50%, pardon, 20% et 30 chevaux, il est clair que nous avons 50x plus 20y plus 300z et tout cela lui coûtera combien? 245 000 francs. Et au troisième tour, nous avons 60x plus 20y plus 20z est égal à 210 000. Pourquoi? Parce que 60%, 20% et 20 chevaux lui ont coûté 210 000 francs. Nous avons donc trois équations qui nous permettront d'avoir un système tel que vous le voyez à l'écran. Nous utiliserons la méthode du pivot de Gauss. Vous pouvez utiliser substitution. Autre, c'est la méthode que nous avons choisie ici. Bon, si vous pouvez utiliser substitution, une méthode qui vous arrange. Et si vous traitez bien, si vous résolvez bien avec la méthode de votre choix, nous aurons forcément le même résultat. Si nous prenons les deux premières équations, là on a décidé de faire partie la valeur de x. Le coefficient de x en bas c'est 50. Donc nous mettons 50 en haut plutôt. Nous multiplions plutôt le haut par 50. Le coefficient de x en haut c'est 60, donc ça veut dire que c'est plutôt le bas que nous multiplierons par moins 60. Pourquoi est-ce qu'on multiplie par des coefficients de signes contraires? Tout simplement parce que pour que deux nombres disparaissent, il faut que déjà leur valeur absolue soit égale et qu'ils soient dotés de signes contraires, parce que c'est plus et moins qui vont donner 0.
Bon, par la suite, en résolvant, nous avons 3000x plus 1250y plus 500z est égal à 9 750 000. Plus bas, multipliant par moins 60, nous avons moins 3000x moins 1200y moins 1800z est égal à moins 14 700 000. Et à ce niveau, il est clair que les valeurs de x vont disparaître. Nous obtiendrons donc 50y moins 1300z est égal à moins 4 950 000. Ça, c'est la deuxième équation. Maintenant, nous prenons E1 et E3 parce que nous avons fait disparaître X une fois, nous avons Y et Z. Il est question de faire disparaître X une deuxième fois pour avoir un système à deux inconnus qui ne seront que Y et Z. Heureusement, ici, les valeurs de X en haut, c'est 60 et en bas, c'est toujours 60. Nous n'aurons qu'à multiplier par moins 1 l'une des deux. Le moins 1 que vous voyez en bas, vous aurez pu le mettre en haut et non en bas. Et on aurait eu forcément le même résultat à la fin, à condition que vous ne commettiez pas d'erreur dans votre calcul. Nous avons donc 60x plus 25y plus 10z est égal à 195 000. Moins 60x moins 20y moins 20z est égal à moins 210 000. Et en additionnant les deux, bien sûr, on a 5y moins 10z est égal à moins 15 000. Le nouveau système est le suivant. Nous avons la première équation qui nous a servi de pivot parce que c'est cette première équation qui, avec la deuxième et la troisième, a permis qu'on ait les deux nouvelles équations. Voilà. Nous prenons donc E2' et E3' parce qu'il s'agit de deux équations à deux inconnus. Plus facile à résoudre qu'un système à trois équations, bien sûr. Là, nous procédons encore par combinaison ou addition, comme les élèves de troisième le font. Nous pouvons donc avoir 50y moins 1300z est égal à moins 4 950 000. Et plus bas, ayant multiplié par moins 10, nous avons moins 50y plus 100z est égal à 150 000. Ainsi, nous avons z qui va nous donner moins 4 800 000 sur moins 1200 qui va nous donner 4000, c'est la valeur de z. De la même façon, nous résolvons, nous trouvons la valeur de y qui est égale à 5000. Et dans l'équation E1, si nous remplaçons y et z, puisque nous avons 60x plus 125y plus 10z est égal à 195 000, ça devient 60x plus 25. Au lieu de y, on le remplace par sa valeur qui est 5000. Plus 10, au lieu de z, on le remplace par sa valeur qui est 4000, qui va nous donner 195 000. Donc nous avons 60x plus 125 000 plus 40 000 est égal à 195 000. Du coup, 60x est égal à 30 000, donc x est égal à 30 000 sur 60 et on a 5. Donc le poussin il va coûter 500 francs. On a 500 passé, 500 francs. Alors, d'après le calcul, vu que les valeurs x, y et z étaient les prix respectifs du poussin, du pourceau et du chevreau, le poussin il coûtera 500 francs, le pourceau 5 000 francs et le chevreau 4 000 francs. C'est ce qu'il fallait faire à la tâche numéro 2. Tâche numéro 3 et la dernière. Vérifions si la proposition de son ami lui permettra de financer entièrement son projet de 8 ans. Nous nous souvenons que dans l'énoncé, son ami lui a proposé de mettre de l'argent à un taux de 15% pendant 8 ans. Vérifions si la proposition de son ami est la bonne. La proposition de l'ami est la suivante. Placer 1 million de francs à un taux d'intérêt composé annuel de 15%. Intérêt composé, ça veut dire que l'intérêt suit une progression géométrique. Donc là, il va falloir utiliser une suite géométrique. Soit UN, soit la suite UN définissant la somme qu'il obtiendra à l'année N. Maintenant, nous pouvons définir la suite. Si la somme qu'il a au début, c'est 1 million, nous considérons U0 comme 1 million. Puisque l'intérêt de 15%, il s'agit d'un intérêt composé, ça veut dire que nous avons UN plus 1 est égal à UN plus 15% de UN. Donc 15% de ce qu'on avait eu la dernière fois. Nous avons donc UN plus 1 est égal à UN plus. Si vous faites 15%, 15 sur 100, ça donne bien sûr 0,15 UN. Et on a donc UN plus 1 est égal à 1,15 UN. La suite est donc géométrique de raison 1,15 puisque UN plus 1 c'est 1,15 UN. Nous avons alors U8 est égal à Q à la puissance 8 fois U0. Quelle est la formule qui a été donnée en classe? Le terme général d'une suite géométrique, qu'elle soit Vn ou Un, c'est Un est égal à Q à la puissance N fois U0. Et plus généralement encore, si vous n'avez pas le terme U0, c'est Un est égal à Q à la puissance P fois Un moins P. Ok. Q à la puissance n moins p pardon fois up. Si vous avez le terme p, vous n'avez pas le terme u0, donc nous calculons un est égal à q à la puissance n moins p fois up. Voilà. Donc ici là nous avons q à la puissance 8 fois u0. Voilà, c'est ça qu'il s'agit, c'est ça la formule. Ainsi, u8, c'est-à-dire après la 8e année, ça va faire 1,15 à la puissance 8 fois 1 million, qui donne 3 59 022. Donc ça veut dire qu'on a plus de 3 millions. Alors à la 8e année, il obtiendra plus de 3 millions. Ça veut dire que la proposition de son ami lui permettra de financer son projet au bout de 8 années. Bon, chers apprenants, c'est ce qu'il fallait faire pour le probatoire session 2022 en mathématiques au Cameroun. Vous nous retrouvez à bientôt pour bien d'autres sujets. Passez une agréable journée. Merci. C'est vrai qu'il y a certains petits trucs là que